J'ai peur de passer à l'acte sur ma fille, j'en fais des cauchemars, je me demande si je suis pédophile et si je représente un danger pour ma fille. Quand on se perçoit soi-même comme un monstre, on n'ose pas aller demander de l'aide. Je vous félicite déjà de nous appeler, parce qu'effectivement c'est pas une démarche facile. Alors évidemment ça n'enlève rien à la douleur des victimes. Je pense que prendre en charge un auteur c'est indispensable pour éviter des victimes. Service d'écoute et d'orientation CEOS, bonjour. C'est apparu quand ça, monsieur ces fantasmes vis-à-vis de votre demi-sœur et finalement toute la place que ça prend là maintenant? Qu'est-ce qu'on appelle fantasme sexuel déviant? Alors il y a déviant par rapport à la loi, ça c'est relativement clair. Après, c'est la personne elle-même qui considère qu'elle est déviante, qui détermine ce qui la fait souffrir ou ce qui est susceptible de faire souffrir l'autre. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme type de pensée à ce moment-là? Et quand vous nous appelez, vous attendez quel type d'aide de notre part? Comment est-ce que vous gérez votre sexualité là en prison? Ça va d'un adolescent qui a été troublé par exemple parce qu'il a lacé les chaussures de sa petite sœur, il a aperçu sa culotte et il se demande ce qui se passe et ça l'inquiète beaucoup. Je pense à un père qui était à la fois le père de l'auteur et de la victime. Sa fille venait de lui confier qu'elle avait été abusée par son propre frère et qui, on peut l'imaginer, était complètement démuni et se demandait ce qu'il devait faire. Des conjoints soupçonnant une infidélité fouillent dans le portable de leurs compagnons et découvrent des photos pédopornographiques. Enfin voilà, c'est extrêmement diversifié. Ligne d'écoute CEOS, bonjour. Qu'est-ce qui se passe pour vous là en ce moment? Ça peut vous aider en tout cas de vous rappeler que cet appel est complètement anonyme, confidentiel, d'écoute bienveillante et non jugeante. On a quelques personnes qui sont passées à l'acte, notamment de la consommation de matériel pédopornographique. Mais globalement, on a plutôt effectivement des gens qui appellent avant, qui sentent, qui sont en souffrance ou en difficulté avec des fantasmes qui les perturbent et qui demandent de l'aide par rapport à ça. Le beau-père qui, tout d'un coup, se sent attiré par sa belle-fille de 14 ans. Alors on se dit, mais enfin 14 ans, comment est-ce possible? Et en même temps, l'excitation et le fantasme, on ne le commande pas. On est évidemment responsable de ce qu'on va en faire, mais quand on est comme ça en proie à ce genre de fantasme, qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que quand on trouve un lieu où on peut dire ça, ça va aider justement à s'en détacher et à tourner la page et finalement à ne pas passer à l'acte. Parce que quand on se perçoit soi-même comme un monstre, on n'ose pas aller demander de l'aide. Si on change de regard, on va diminuer, je pense, la commission des actes. Monsieur décrit des fantasmes qui deviennent de plus en plus envahissants et qui ont des conséquences dans sa vie quotidienne. Est disposé à poursuivre un travail auprès d'un thérapeute spécialisé, des coordonnées lui ont été proposées. Tous les gens qui répondent au téléphone ou au chat ou au mail sont des gens qui sont formés et expérimentés. C'est à la fois des psychologues, des sexologues, des psychothérapeutes et ça c'est aussi une condition extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'entendre ce qui est parfois difficile à entendre bien évidemment. Ok, en dehors de ce fantasme sur votre tante, comment est votre vie sexuelle? Est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas? On ne peut pas l'aider si on le considère comme un monstre. Il faut forcément essayer de toucher, d'aller chercher la part d'humanité chez cet homme, aussi monstrueux sont les actes qu'il a pu commettre. Et puis on a appris aussi à prendre de la distance. Le fait qu'on soit toujours deux, c'est aussi une condition sine qua non qui permet de débriefer aussitôt l'appel reçu. Monsieur était très très inhibé, parlait très très peu et était quand même en difficulté de poser des mots. Donc tu as été dans l'écoute, tu lui as transmis des informations, et les tu l'as orienté. J'ai juste compris qu'il y avait de la consultation de matériel. Il n'a pas dit pédoporno, il n'a pas parlé de mineur. Il a dit voilà, avec une partie qui est illégale, en disant que voilà, il n'avait jamais évidemment posé d'acte dans la vie réelle et que ça ne l'animait même pas du tout dans la vie réelle, mais qu'il y avait vraiment une addiction depuis pas mal de temps qui prenait de plus en plus de place au quotidien. CEOS fait partie d'une association plus grande qui est l'UPPL, Unité de psychopathologie légale, qui prend en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel qui ont été condamnés. Il était assez fréquent que les patients nous disent ben voilà, moi j'ai essayé d'en parler auparavant et je n'ai pas trouvé l'aide dont j'avais besoin, ou je n'ai pas osé en parler, ou quand j'ai tenté d'en parler, je n'ai pas été entendue. Et il y avait manifestement une demande. Et nos appels sont en constante augmentation, ce qui prouve qu'effectivement, il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Mon fils est coupable d'agression sexuelle. Je n'ai rien fait. Et j'aurais aimé qu'on me dise comment aider mon fils. Avec ma copine, on se prenait souvent en photo et même parfois on se filmait en baisant. Quand elle m'a quittée, je ne l'ai pas supportée. J'ai décidé d'envoyer une vidéo d'elle et moi à mes potes. Elle a failli se suicider. J'ai trop honte. Je suis souvent très excitée quand je vois des filles de 10-12 ans. Je ne comprends pas pourquoi. Le secret professionnel est une obligation.
Obligation qui peut être levée dans des circonstances extrêmement précises, c'est-à-dire lorsqu'il y a un danger imminent à venir pour une personne identifiée, ce qui est extrêmement compliqué au téléphone. En revanche, on a, comme tout le monde, une obligation d'assistance. On va d'abord écouter, on va s'assurer qu'on a bien compris, elle s'entend dire un certain nombre de choses et on va l'aider à clarifier. Parfois, c'est suffisant. Vous avez réussi, en vous baissant, à voir la couleur de son string. Et c'est vraiment réel, ça, monsieur, ou c'est plutôt, à ce moment-là, votre imagination qui voyage? Quelqu'un qui est en proie à des fantasmes où il y a une imminence de passage à l'acte, on va essayer de trouver avec lui quelle est la solution qui est possible pour lui, une hospitalisation, se réfugier chez quelqu'un de proche, éventuellement appeler son médecin pour avoir un traitement qui va un peu calmer l'angoisse éventuelle, l'envahissement fantasmatique, mettre en sécurité une victime potentielle. On a aussi toute une liste de thérapeutes spécialisés qu'on a formés, qu'on supervise régulièrement, qui sont tout à fait à même de prendre en charge ces personnes qui ont besoin de prolonger la réflexion, de prolonger la prise en charge. Je pense que c'est pour ça que l'émotion est quand même vive là en ce moment. C'est pas évident de mettre des mots sur ce type d'addiction. Nous sommes financés en grande partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles et nous avons un financement complémentaire par la région wallonne. C'est l'État, oui. Parce que ça rentrait dans un plan plus global de la violence faite aux femmes et de la prévention de cette violence. C'est un service de prévention. L'idée est effectivement d'agir avant qu'il y ait un passage à l'acte. Il dit « j'ai l'impression que je suis devenue voyeuriste », ça commence à lui faire peur. D'accord. Si on part du principe que accompagner, aider les auteurs, c'est éviter des victimes, je pense qu'effectivement, rien que pour cette raison, j'ose espérer que nous mettons une petite pierre à l'édifice d'une société moins violente, moins violente.